Bonjour tout le monde, vous vous apprêtez à écouter le 5e épisode de MedCheck Podcast. C'est un épisode un peu particulier parce qu'il met en lumière l'histoire de Clémence Nardini, aussi connue sous le nom de Little Miss Transplant sur Instagram, qui a la mucoviscidose et s'est fait greffer des 2 poumons quand elle avait 16 ans. On vous présente aujourd'hui un témoignage poignant qui force le respect. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans MedCheck Podcast, le podcast qui érige le leadership des femmes dans la santé et brise les tabous autour de leur sexualité et de leur pathologie. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de 2020, on vous souhaite à tous une très bonne année. Aujourd'hui, on reçoit Clémence Nardini, aussi connue sous le nom de Little Miss Transplant, qui va nous parler aujourd'hui de son expérience et de son aventure. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Merci d'être venue sur notre plateau improvisé. Alors Clémence, tu as une histoire hors du commun puisque tu as été greffée de 2 poumons à l'âge de 16 ans. Et on peut voir sur les réseaux des témoignages de toi où tu parles du don d'organes, de ton histoire, des progrès de la médecine aussi. Tu as un blog dédié et ouvert aux personnes qui souhaitent partager leurs expériences, qu'ils soient touchés de près ou de loin par la mucoviscidose. Donc au cours de cet épisode, on va parler de ton expérience, de ton ressenti, de ta pathologie aussi. Et on va parler du don d'organes parce que c'est un sujet qui te tient à cœur et sur lequel tu voulais communiquer. Alors est-ce que tu veux dans un premier temps nous raconter ton histoire ? Oui, alors donc j'ai la mucoviscidose, c'est une maladie génétique mortelle qui touche le système respiratoire et le système digestif. Cette maladie a été découverte pour moi à la naissance et à la suite de ça, ça a été très compliqué parce que j'ai été très souvent malade, amenée à être à l'hôpital. À 5 ans, j'ai subi une lobectomie, c'est-à-dire qu'on m'a enlevé la moitié du poumon gauche. Vers mes 8 ans, j'ai une méningite assez foudroyante, j'arrive pas à trouver le mot. À la suite de ça s'est un petit peu calmé, mais c'est vrai que j'avais toujours des soins au quotidien qui étaient de la kinésithérapie respiratoire pour pouvoir enlever les sécrétions qui étaient coincées dans mes poumons. J'avais également une sorte de petit bouton dans le ventre, on appelait ça un Mickey. C'était un bouton de gastrostomie tout simplement parce que je mangeais pas. J'ai pesé dans les 30 kilos, je me nourrissais pas, très peu. Donc c'était des perfusions qui me nourrissaient. Et à côté de ça, j'avais des aérosols pour justement fluidifier en fait, les sécrétions. Plus en grosse période d'infection, des cures d'antibiotiques qui pouvaient durer de 2 à 3 semaines. Donc ça c'était soit à l'hôpital, soit à domicile. Ça a été mon rythme de vie jusqu'à peu près mes 16 ans. Je passais de chez moi à l'hôpital. L'hôpital, c'était ma deuxième maison. Je passais, je crois, le clair de mon temps à l'hôpital. Et vers 15 ans, ma maladie, la muco a vraiment pris le dessus sur moi. C'est-à-dire que la santé s'est soudainement dégradée, je ne l'ai vraiment pas vu arriver. Et donc, j'ai commencé à être très essoufflée, à manquer justement d'oxygène, à ne plus me nourrir, à être très infectée, c'est-à-dire que j'étais en période de surinfection tout le temps, et jusqu'au jour où en fait mon médecin m'a dit écoute, là ça a plus le faire, faut que tu te reposes, faut que tu te conserves, donc les cours tu vas stopper. Et ça, c'était en janvier 2005. Donc j'avais 15 ans, j'étais en 3e. Et c'est sûr que quand on a 15 ans, eh bien quand on a ce médecin qui nous dit écoute, c'est soit ça, soit on n'a pas d'issue. Et ben on se prend une bonne claque de la figure parce que c'est pas des choses qu'on a envie d'entendre à 15 ans. Donc ça a été dur, mais je savais que c'était le meilleur choix pour moi et aussi de toute façon je ne pouvais plus en fait suivre le mouvement, c'est-à-dire que de toute façon j'étais essoufflée pour le moindre geste, que je passe de ma chambre à la salle de bain ou de ma chambre au salon, mais je mettais une demi-heure.
parce que j'étais beaucoup trop essoufflée, parce que le moindre pas que je faisais, j'avais plus d'air en fait. Et c'était devenu très compliqué, juste me doucher, m'habiller, me maquiller, enfin les tâches quotidiennes qu'on peut faire naturellement, moi je pouvais plus les faire en fait parce que j'avais plus de souffle. Donc j'ai été mise sous oxygène depuis que j'avais 15 ans, 24 heures sur 24. Et puis forcément, plus le temps est passé, plus la maladie s'est dégradée, s'est généralisée. Et donc l'oxygène ne suffisait plus. Donc là on est passé à un appareil beaucoup plus fort qui s'appelle la VNI. La VNI c'est un appareil, c'est un gros masque qu'on vous met sur le nez pour pouvoir mieux respirer. En fait l'appareil respire à votre place. C'est même plus l'oxygène qui vous aide, c'est que là c'est carrément un appareil qui respire à notre place pour reposer le cœur et pour nous se reposer et puis pouvoir respirer quoi. Donc j'avais cette espèce de masque sur moi journée, nuit. Et puis en plus de ça, j'avais tous les soins, c'est-à-dire toujours de la kiné, mais jusqu'à 3 fois par jour, sous antibiotiques H24, plus la nutrition, jour et nuit parce que je mangeais plus. En fait j'étais limite alitée parce que j'avais plus de force, j'étais dénutrie, j'étais déshydratée et surtout j'étais très essoufflée et que le moindre fait geste, c'était impossible. Et à la suite de ça, j'ai mon médecin qui m'a justement évoqué la greffe d'organes. Qui m'a dit, là, on arrive à un stade où c'est soit ça, soit tu finis pas l'année. Et forcément, on s'y attend pas et c'est vrai que c'est des choses qui font peur, surtout que le sujet du don d'organes, je n'avais jamais évoqué, que ce soit avec mes parents, avec l'hôpital, avec les médecins. Et donc c'était un sujet qui me faisait flipper parce que pour moi je me suis dit, mais mes poumons, ok ils vont mal, mais psychologiquement c'est très très dur de se dire en fait je vais attendre quelque part qu'il y ait quelqu'un qui décède pour qu'il me sauve la vie. Et donc à partir de là, de toute façon, je savais que j'avais pas le choix, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé avec mes médecins, avec mes kinés qui me suivaient au quotidien et qui m'ont rassurée parce que je me suis dit mais est-ce que ça va marcher, les effets qu'il y a après, comment est-ce qu'on vit avec une greffe après, toutes les questions qu'aujourd'hui tous les patients en attente de greffe se posent. Et de toute façon, comme m'a dit un jour mon kiné, il m'a dit Clémence, de toute façon t'as rien à perdre, il faut que t'essayes. Et puis j'avais 16 ans. Et de toute façon, à 16 ans, j'étais encore mineure et c'était pas moi qui prenais la décision, c'était mes parents. Qui, eux, avaient signé les papiers justement de l'accord comme quoi ils étaient OK pour que je subisse une greffe d'organes. À partir de juin 2006, donc il y a eu un an entre l'annonce potentielle qu'il me faudra une greffe d'organes plus la décision de m'inscrire officiellement sur la liste d'attente de greffe. Donc ça a été ça en juin 2006, où le médecin m'a dit voilà, ok c'est bon, t'es inscrite. J'ai fait tout un tas de tests avant pour savoir la compatibilité avec le futur potentiel donneur. Et puis j'ai attendu. J'avais un téléphone portable spécial dédié justement à ce fameux appel. Donc c'est bien et en même temps ça fait flipper parce que en fait on attend tellement l'appel, on se dit mais à quel moment ils vont m'appeler, on est là à regarder le téléphone, à se dire ok c'est bon, c'est pas bon, on est dans l'attente et parfois c'est long. C'est très long quand on est chez soi tout seul, alité, avoir personne de la journée et attendre que le temps passe et qu'on nous appelle, psychologiquement c'est très très dur. J'ai attendu à peu près 5 mois en fait. Ce qui s'est passé c'est qu'en septembre 2006 j'ai été hospitalisée parce que là clairement c'était plus possible. J'étais dénutrie, déshydratée, donc ils m'ont hospitalisée pendant plus d'1 mois, près de 2 mois, jusqu'au jour où j'étais à l'hôpital. Et c'était la nuit d'un vendredi 13 octobre, où l'infirmière est rentrée en pleine nuit, je crois que c'était 4h du matin, et m'a dit Clémence, réveille-toi, on a des poumons pour toi. Bah non, je suis pas prête, j'ai pas envie. Et vraiment, c'est ce que je pensais, je me suis dit non, c'est pas le moment.
J'ai dit je vais aller quand même parce que de toute façon dans ce genre de cas on va pas dire non. Donc on est parti pour l'autre hôpital qui réalise les greffes d'organes. Une fois arrivé là-bas, j'ai retrouvé les parents, le chirurgien. J'ai eu le droit à la douche à la bétadine, aux prises de sang, enfin voilà, tous les petits tests avant l'opération. Et vers 6h du matin, le chirurgien est entré dans la chambre et a dit à mes parents, écoutez, on a un souci. L'hélicoptère qui transporte l'organe, les poumons, vient de l'Est et n'a pas pu décoller à cause du brouillard. Et ben donc ça sera pas pour cette fois. Et bizarrement, j'ai ressenti un énorme soulagement parce que je me sentais vraiment pas prête ce jour-là. Et le chirurgien dit à ma mère, écoutez, si c'est pas cette fois-ci, c'est que l'autre, ça sera la bonne. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il se faisait aucun souci, il lui a dit, l'autre, ça sera la bonne. J'ai pu rentrer chez moi les jours d'après. Je continue à attendre. Et le 19 novembre, dans la nuit du 19 novembre, je me souviens très bien, je venais de finir de regarder la Star Academy avec une de mes meilleures amies. Et elle habitait à côté de chez moi, donc elle est rentrée chez elle. Moi, je suis partie me coucher, c'était 1h du matin. Et peut-être une demi-heure après, j'ai entendu le téléphone qui a sonné. Et là, je me suis réveillée et je me suis dit, ok, c'est bon. Et ma mère est venue me chercher, enfin, elle est venue me voir dans la chambre. Elle avait le téléphone, du coup, spécialement dédié à cet appel-là. Et en fait, j'avais compris ce qu'elle allait m'annoncer. Je lui ai dit, c'est bon, c'est pour moi et tout. Elle me dit oui. Alors là, forcément, dans la panique et dans le stress, on a tout un tas d'émotions qui nous passent. Et je crois que je suis passée des pleurs à un état, je dirais, tellement mal que j'en ai vomi parce que j'étais énormément stressée. Et donc on est parti pour l'hôpital, rebelote, la douche à la bétadine, tout ça. J'ai ma sœur et mon père qui nous ont rejoints là-bas. Et puis je sais plus le temps qu'on arrive, peut-être c'était vers 6h du matin, il est revenu, le chirurgien est venu dans la chambre. Et a dit bon voilà c'est bon, on y va. Et donc j'ai les brancardiers, les médecins qui sont venus me chercher, je suis descendue au bloc opératoire avec mes parents. Et arrivée en bas, devant la porte du bloc opératoire, je me souviens très bien, j'ai regardé mes parents et je leur ai dit à tout à l'heure, je vous aime. Et pour moi, il n'y avait aucune raison que ça ne fonctionne pas. J'avais, je sais pas, pour moi, j'avais l'impression vraiment d'aller me faire opérer d'un truc bateau, alors qu'en fait, non, il y avait énormément de risques. Et du coup, à la suite de cette greffe, de cette opération, elle a duré 8 heures à peu près. J'ai eu la chance de n'avoir aucune autre complication pendant l'opération. Et quand je me suis réveillée, forcément, j'étais en salle de réanimation, sous oxygène, intubée. J'avais des drains de chaque côté du thorax et en fait des gros tuyaux qui sont dans les poumons, dans les côtes, pour pouvoir, pour permettre à toutes les sécrétions qui se sont accumulées pendant l'opération, le sang aussi, de pouvoir se sortir. Et ça, je les ai gardés pendant un petit moment et en fait, on m'en enlevait un, je sais pas, toutes les 3-4 jours. J'ai été extubée le lendemain de l'opération parce que je ne supportais pas d'être intubée. Pour moi, je crois que c'était ma hantise avant de me faire greffer. C'était le seul truc qui me faisait peur, c'était d'être intubée. Le reste, rien du tout. Et en fait, quand ils m'ont extubée, j'ai pas compris parce que ça a été une sensation mais inexplicable de pouvoir respirer en fait tout seul, de se dire ok là en fait j'ai des nouveaux poumons et en fait ça fait trop bizarre. J'arriverai même pas à décrire cette sensation de pouvoir respirer par soi-même, mais on comprend pas, on se dit est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, c'est une sensation hyper étrange et j'étais tellement déboussolée que au début je cherchais ça s'appelle des lunettes, mon tuyau, mes lunettes d'oxygène. Parce que par réflexe, par habitude... Tu pensais que tu en avais besoin? C'est ça. Je pensais que j'en avais besoin, que sans ça, je pouvais pas respirer, alors qu'en fait, aujourd'hui, si, c'était justement le but de l'opération. Et c'est vrai que c'est très étrange, et finalement, on s'y prend très rapidement à cette nouvelle habitude, parce que c'est super. Et à la suite de ça, donc j'ai été extubée, on m'a enlevé les drains, j'ai pu... manger, j'avais très très faim tout le temps. On m'a découvert du diabète aussi par la suite à cause des
forte dose de corticoïdes, hein. J'étais à 500-600 mg par jour. J'avais des joues comme ça, à la limite on voyait plus mes yeux, mais c'est passé. Et le diabète, pareil, en fait il est arrivé à cause justement de cette cortisone. J'ai eu de la chance, il est parti très rapidement. Parce que je me souviens quand une infirmière ou un médecin était venu me voir en me disant écoute Clément, voilà, t'as du diabète, donc fini les M&M's, fini les glaces, enfin tout ce que je voulais manger quand j'étais à l'hôpital. Et je me suis mise à pleurer, en fait, je leur ai dit maman, c'est pas possible, moi j'ai envie de manger tout ça. Et puis j'ai dû justement réapprendre un peu à gérer, me faire les piqûres moi-même pour le diabète. J'ai pas envie de dire bêtises. Pour mesurer la glycémie. Voilà, la glycémie, merci. Et donc je me faisais les piqûres moi-même au début et puis j'arrivais à me réguler et finalement voilà, le diabète a pu partir. En revanche, j'ai développé de l'ostéoporose à cause des corticoïdes. Pareil. Donc, ça, c'est quoi l'ostéoporose? C'est au niveau des os. En fait, on peut se casser facilement des os et... des os et... Les os. Les os. Les os aussi, comme tu veux. La honte. Bon, bref, on peut facilement se casser un bras. Et les premiers mois, enfin quand je suis sortie de l'hôpital, donc j'étais toujours à l'hôpital, j'ai eu tout ça. Je crois au bout de 2 semaines, au bout d'une semaine, j'étais sortie de réa parce que j'avais repris très très rapidement. Au bout de 2 semaines, j'étais remontée dans mon service et j'avais pu commencer à marcher. Alors, on a d'abord fait le fauteuil, je me suis assise sur un fauteuil. Donc j'ai pu sortir du lit parce qu'en fait j'avais perdu tous mes muscles. Donc en fait, quand ils m'ont mise debout, il faut apprendre à marcher. Parce que j'ai tellement passé de temps au lit et que j'étais tellement faible et maigre que j'avais perdu tous mes muscles. Donc ça aussi ça a été un entraînement que j'ai dû faire pendant des mois. Et quand je suis sortie au bout d'1 mois et demi. Je suis sortie le 29 décembre. Et j'ai été greffée le 19 novembre et c'est très rare qu'on sorte aussi rapidement de l'hôpital après une telle opération parce que généralement ça dure plus longtemps. Mais j'avais tellement repris rapidement et moi j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de sortir et découvrir le monde que j'étais là toujours derrière ma fenêtre de l'hôpital en me disant mais j'ai envie de partir quoi. Et donc j'ai pu sortir le 29 décembre et quand je suis rentrée chez moi, ça a été compliqué psychologiquement parce que en fait vous passez du rien au tout, on va dire. Vous passez d'une vie où vous êtes hyper limité dans votre quotidien à pouvoir rien faire et pas sortir et être bloqué quelque part. Et là, vous savez que vous pouvez tout faire, il n'y a plus aucune limite, que vous avez des nouveaux poumons et que vous pouvez respirer par tout seul. En fait, c'est hyper perturbant parce qu'on a envie de faire plein de choses et en même temps, on a quand même des restrictions. Il y a des restrictions déjà alimentaires, il y a des restrictions au niveau des microbes. Donc les premiers mois, il ne faut pas aller dans des lieux publics à cause justement du monde, donc les centres commerciaux, le cinéma, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les transports en commun. C'est niette. Et c'était assez perturbant quand j'ai pu aller, je crois, ma première sortie en ville. C'était trop bizarre parce que je crois que j'avais pas fait ça depuis avant ma greffe quoi. Et avant même la greffe, j'étais carrément quand je me déplaçais en fauteuil roulant parce que je pouvais pas du tout marcher donc en fait mes parents me sortaient en fauteuil roulant. Et donc voilà, et à la suite de ça, j'ai eu donc cette ostéoporose qui m'a développé des gros problèmes d'articulation où j'avais parfois les pieds bloqués, donc j'avais énormément de mal à marcher, j'avais des problèmes au dos, des douleurs au dos, enfin bon, ça a été des complications qui étaient liées aux médicaments forcément que je prenais, c'était des complications qui étaient tout à fait normales après la greffe. J'ai également fait un rejet aigu. Qui a été très vite maîtrisé par les médecins. En fait, c'est assez normal après une greffe, enfin l'opération, de faire un rejet parce que le corps, faut qu'il s'habitue à avoir justement ce nouveau corps-là. Donc c'est une réaction plutôt normale de... C'est le corps qui se défend en fait. Voilà, c'est ça exactement. Il se dit qu'est-ce qui vient dans mon territoire, on va dire. Donc c'est une réaction plutôt normale et ce qui est chouette, c'est que ça a pu être traité. Et puis les mois passèrent et puis plus j'avançais dans le temps, mieux je me portais.
tellement bien que j'ai pu reprendre les cours en septembre 2017, donc même pas un an après ma greffe. Et en fait, je crois depuis septembre 2007 à juillet 2017, je suis restée en cours. Je suis passée de ma 3e jusqu'à mon bac plus 5. Et puis voilà, puis là, je suis là aujourd'hui. Bah, merci de nous avoir raconté ton histoire en tout cas. Ça force le respect. Et du coup, tu as choisi comme étude la communication. Tout à fait. Et alors, pourquoi la communication? Tu as besoin d'écrire? Oui, alors j'ai rien besoin d'écrire, mais j'ai besoin surtout de communiquer. Parce que justement, quand j'étais en attente de grève, j'avais un Skyblog qui s'appelait... Non, je vais pas dire non, je pas envie qu'on aille voir. T'inquiète pas, on avait tout. Moi, si tu le dis, tiens, je dis le nom de mon blog qui est de mon Skyblog. Non, je m'en fous, je l'ai mis en secret, personne ne le voit. Non, j'avais un Skyblog où en fait, il me permettait de rester en lien avec le monde extérieur quand j'étais en attente de greffe. C'était le seul truc que je pouvais... C'était un échappatoire en fait pour moi, et justement le fait d'écrire mon quotidien, alors même s'il se passait rien de dingue, le fait juste d'écrire et d'avoir des messages de soutien de personnes qui pensent à toi et qui sont avec toi, derrière toi, moi ça me boostait vraiment, et en fait c'était cette partie-là où je me suis dit, en fait, tout cet aspect, que ce soit blog, d'écrire, ce côté un peu visuel, tout ça qui me plaisait. Après, j'avais pas une idée précise de dans quoi je voulais me diriger après, hein, donc ça a été quand même t'étais la attirée réflexion, mais en tout cas, j'étais instinctivement. déjà attirée par ça depuis pas mal de temps, ouais. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. On se retrouve un peu dans ce que tu dis, donc... Il y a un autre sujet aussi qui te tient à cœur, t'en parles d'ailleurs sur ton blog maintenant, c'est le don d'organes. Oui. Pourquoi, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui hésitent, parce que c'est quand même un sujet d'actualité aujourd'hui, on peut émettre ses vœux. Et d'ailleurs, non mais il faut le rappeler parce qu'on est tous donneurs d'organes, en fait. Avant, en fait, on devait avoir sa carte de donneur, et maintenant, par définition, on l'est tous. Voilà, C'est ça. pas grave. Parce qu'on ne le sait pas forcément. Sauf si on s'inscrit sur le registre des refus. Oui. Mais on est tous présumés donneurs d'organes. Et oui, ça me tient à cœur forcément parce que moi, sans don d'organes, je serais pas là aujourd'hui justement. Donc j'aimerais que les gens ils prennent conscience que je sais que c'est pas facile, ça reste malheureusement un sujet très tabou aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est ce qui permet de sauver des vies et c'est de plus en plus développé, maîtrisé. Aussi, la médecine fait énormément de progrès là-dedans. Et c'est dommage que certaines personnes ont une vision assez négative du sujet finalement. Et je pense qu'il manque beaucoup d'informations par rapport à ça, de la sensibilisation qui n'est pas forcément très développée. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aimerais justement transmettre à travers mon blog et les réseaux sociaux, c'est de montrer que en fait, la greffe d'organes, ça marche si on le veut, si on s'en donne les moyens. Et ça peut être beau. Et pas comme on peut penser, où on va charcuter le corps et en faire je sais pas quoi. Mais c'est bon mot, mais... Ouais, voilà. À ce sujet d'ailleurs, tu as écrit une lettre à ton donneur d'organes que je recommande aux auditeurs et auditrices parce qu'elle est très belle. Et puis c'est vrai que quand je l'ai lu, en fait, il y a énormément de choses quand on voit ça de l'extérieur auxquelles on ne pense pas. Et bon, voilà. Je ne vais pas en dire trop puisque je vais laisser les auditeurs découvrir, mais en tout cas, bravo pour cette lettre. Alors, comme tu le sais peut-être, si tu as écouté un de nos épisodes, nous offrons à chaque invité un jeu de saison. Pour cet épisode, tu as un jeu de poire. Ok, merci. Qui, on espère, te plaira. C'est gentil, merci. Et du coup, faut que je le bois maintenant comme ça. Si tu veux le boire maintenant, okay. Je t'en prie, mais si tu peux le laisser. Très bon. Ça donne un peu d'énergie pour la partie qui suit. On va te tester, on va te mettre au challenge. On parle bien sûr du Business Challenge et la question qu'on va te poser aujourd'hui, tu auras 3 minutes pour y répondre. Je ne mets aucune pression. Pas du tout. Alors, je te pose la question. En tant que patiente, quels sont les conseils que tu donnerais à une société souhaitant développer une solution dans la mucoviscidose pour améliorer ses chances de succès ? Mes recommandations, ce que je dirais à ces personnes-là, déjà c'est de bien s'entourer et de s'entourer des personnes qui s'y connaissent.
et pas de faire ça tête baissée et se dire ok on a une cible, on sait que ça va fonctionner. Non, il faut faire des recherches avant, il faut faire ses études de marché, ses études de marketing pour savoir à qui on s'adresse et les besoins aussi surtout derrière de ces patients-là parce qu'ils sont tous différents. On a tous des besoins différents et je pense que l'important c'est d'écouter les patients, ce qu'ils ont à dire pour que la start-up puisse derrière répondre à tous les critères, les besoins que demandent, que souhaitent en tout cas les patients. Et puis s'entourer d'eux. Je pense que c'est eux C'est autour d'eux que doit être construit en ça. fait. Donc je pense que pour moi c'est primordial que ce soit les patients mucos qui donnent leur avis, leur voix en fait. Et que ce soit fait quasiment du sur-mesure en fait autour de ça. Tout à fait, ouais. Bon. Challenge réussi. Cool. Prenez note, toutes les startups qui souhaitent proposer des solutions dans ce domaine, s'entourer des patients qui sont experts de leur maladie aujourd'hui. Alors comme tu le sais aussi peut-être, maintenant on va passer à la deuxième partie du podcast, après ce Business Challenge, et on va parler d'un sujet pathologie, avec Anka qui va nous présenter aujourd'hui la mucoviscidose, brièvement. Alors je vais présenter très brièvement la mucoviscidose parce que je pense que tu en sais très largement plus que moi sur ce sujet, donc je ne prétends pas être expert de ce domaine. Néanmoins, on va poser quelques bases de discussion, comme ça tu pourras nous donner ton ressenti et ton expérience par la suite. Alors pour essayer de vulgariser un petit peu ce sujet qui est complexe, la mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire qui se caractérise par un épaississement des sécrétions au niveau notamment du système respiratoire et digestif. Chez un patient sain, ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules qui recouvrent les muqueuses, que ce soit pulmonaires ou digestives, produisent naturellement un mucus qui est assez léger et qu'on peut sécréter facilement. Dans le cas des patients qui sont atteints de mucoviscidose, les cellules sont dysfonctionnelles, il y a une mutation génétique à l'origine de ce dysfonctionnement, et le mucus qui est produit est lui plus épais, ce qui peut provoquer de nombreuses complications. La mucoviscidose est surtout connue pour les atteintes pulmonaires dont tu nous as très bien parlé dans cette première partie. Et au niveau bronchique, ce qu'on constate, c'est que le mucus qui est produit par les cellules devient épais et s'écoule très difficilement. Ça fournit un milieu qui est très propice à la surinfection, d'où les traitements que tu prenais, dont tu nous parlais. La mucoviscidose est considérée comme une maladie rare qui touche aujourd'hui entre 6 et 7 000 personnes en France. Tu es effectivement bien mieux placé que moi pour parler de ce sujet et je voulais notamment que l'on parle de la prise en charge qui, vu de l'extérieur, paraît complètement dingue avec tous ces traitements qu'il faut mettre en place. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour essayer de démystifier un petit peu ce sujet de la prise en charge de la mucoviscidose ? Alors la prise en charge, elle est assez, je dirais, complexe parce que chaque patient muco a une atteinte justement de la maladie qui est complètement différente. C'est-à-dire que ça varie vraiment d'un patient à un autre. Il y a des patients qui, dès la naissance, vont avoir une forme assez sévère de la muco. Et d'autres personnes, je pense à ma sœur, qui a la mucoviscidose aussi, elle va avoir 32 ans, va très bien. Aujourd'hui, elle n'est pas greffée, elle se porte bien, elle a des cures d'antibiotiques et de la kiné respiratoire, mais ça reste une forme assez légère finalement, parce qu'on l'a découvert 2 ans après moi, la muco. Donc la prise en charge est vraiment différente d'une personne à une autre. Pour mon cas, ça a été tout de suite des soins on va dire colossaux. Et il y avait toute cette partie justement où on avait de la kiné, des cures d'antibiotiques, des aérosols, la nutrition. C'était compliqué à gérer au quotidien parce que quand on essaie d'avoir une vie un peu normale à côté, il faut combiner les deux. Et c'est parfois pas évident parce que les soins ils peuvent durer jusqu'à 6 heures par jour. Sachant qu'on a une journée de 24 heures, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est de l'organisation, c'est de la gestion à prendre en compte. Il faut le mettre dans son quotidien. Finalement, je pense que on s'habitue depuis qu'on est petit. Il y a de la prise de médicaments aussi. On a une vingtaine, trentaine de médicaments par jour, encore une fois, selon les patients. Et si on prend aussi le point de vue peut-être de l'aidant, pour savoir un petit peu comment ça se passe dans les familles, comment se déroulent les relations avec les parents, les frères et sœurs lorsqu'on est atteint de mucoviscidose.
Je vais reprendre ce que j'ai dit avant. Je pense que ça dépend encore une fois des patients et aussi dans quel milieu ils évoluent. Parce qu'il y a des familles qui n'acceptent pas forcément que leur enfant soit malade. Il y a des familles qui ne savent pas comment gérer quelqu'un qui est malade. Et puis il y a des familles qui font avec. Aident leur enfant justement à vivre une vie normale. Moi j'ai eu de la chance d'avoir cette famille-là et d'avoir des proches qui justement étaient là pour moi et me soutenir et jamais me laisser dans tout ce combat-là. On va à présent passer à notre deuxième chronique de sexualité et aujourd'hui on va parler de la sexualité dans un contexte très précis qui est celui des patients ou patientes atteintes de mucoviscidose. Oui, alors on va partir d'une question qu'on a eue sur Instagram. Une auditrice qui nous demandait pourquoi ce n'est pas recommandé que 2 patients atteints de mucoviscidose se fréquentent. Et avec Anka, ça nous avait pensé à un film, je sais pas si tu l'as vu, à 2 mètres de toi. Donc du coup, on l'a regardé toutes les deux. Donc c'est pour info, un film réalisé par Justine Baldoni qui est sorti en 2009, donc l'année dernière. Et le synopsis est le suivant. Donc on a Stella qui est une patiente de 17 ans atteinte de la mucoviscidose, qui rencontre Will atteint lui aussi de la mucoviscidose, qui est à l'hôpital pour un essai clinique de traitement médicamenteux dans le but de se débarrasser de l'infection bactérienne qu'il a dans les poumons. Et les patients atteints de mucoviscidose sont séparés de 2 mètres afin de réduire le risque d'infection croisée, parce que les infections bactériennes contractées par d'autres patients atteints de mucoviscidose peuvent être dangereuses. Donc toi tu l'as vu ce film ? Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, très objectivement, j'ai bien aimé. Après, je trouve qu'il y a des passages qui étaient complètement démesurés. On se demandait, mais qu'est-ce que ça fout là ? Parce que dans la vraie vie, c'est bien évidemment pas la même chose. Quoi, par exemple ? C'est pas pareil. Déjà, il y a un des patients, le meilleur ami de cette fille-là, je sais plus son nom. De Stella. Merci. Qui décède soudainement dans sa chambre d'hôpital. On ne décède pas comme ça soudainement de la mucoviscidose. Enfin, je veux dire, il y a quand même des facteurs. Je sais que lui, il avait il était en phase terminale, c'est sûr. Mais il y a des choses qui sont clairement poussées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Le fait que les deux partent de l'hôpital en vadrouille. Pour aller dans la piscine. Voilà, dans la piscine gelée. Je me suis dit aussi... Où ils tombent dans la piscine gelée. Enfin, ça pareil, c'est disproportionné en fait. Enfin, c'est pas des choses qu'on fait nous au quotidien non plus. Et voilà, j'ai trouvé ça un peu poussé. Après, de toute façon, c'est un film, il faut faire de l'audience, donc forcément, on va chercher aussi un peu ce côté-là, mais c'est un peu représentatif, et puis voilà, il y a des choses qui sont un peu exagérées quand même. Un peu hollywoodisé, quoi. Voilà, exactement. Et quand on a préparé l'émission, tu nous as dit que c'était un sujet que tu voudrais aborder. Est-ce que est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Oui, parce que aujourd'hui, les patients du muco ont aussi des problèmes de fertilité. Je sais qu'il y a un certain pourcentage, je ne l'ai plus en tête, de patients muco, notamment chez les hommes, qui sont stériles, dû justement à ce mucus-là qui est présent un peu partout, en fait, finalement, dans les organes. Et pour les femmes, c'est un peu plus compliqué aussi d'avoir un bébé, notamment parce qu'il y a un suivi qui est très très lourd. Il faut vraiment que le patient muco soit en forme, en fait. On ne va pas attendre que la personne ait 20% de capacité respiratoire, soit surinfectée, de la fièvre, des choses comme ça qui peuvent paraître, je sais pas, anodin, mais finalement, il y a un suivi pour les femmes enceintes qui est beaucoup plus intense que pour une femme, on va dire, normale. Et effectivement, pour que la femme tombe enceinte, il y a tout un processus aussi avant à faire. Il faut qu'on regarde si la personne avec qui elle veut faire son bébé n'a pas le gène de la mucoviscidose pour pas que l'enfant aussi la mucoviscidose. Il y a tous des tests à faire au préalable qui prennent du temps. Et puis voilà, puis il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas avoir d'enfants, pour qui ça peut être très compliqué. Donc c'est encore un sujet qui pas tabou, mais qui reste compliqué. Après, j'en connais qui sont papa, maman muco-greffée, qui vont bien. Mais voilà, encore une fois, il faut les faire... on va dire prévoir quelque part sa grossesse et pas le faire
comme ça. Alors pour conclure, on voulait te remercier Clémence d'être venue sur notre petit plateau aujourd'hui, de nous avoir parlé de la mucoviscidose, du don d'organes, de t'être dévoilé un petit peu plus sur ces sujets et sur ton expérience. Et bah moi c'est comme d'habitude, chères auditrices et auditeurs, on vous rappelle également que vous pouvez nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, Medium et Facebook en tapant @medcheckpodcast, @medcheckpodcast. On espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve très bientôt pour parler de la santé des femmes et des femmes dans la santé.